Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Valeurs Ajoutées, VA, qui reçoit Maître Ousseini Kane. C'est le directeur général du Bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent. Maître Kane, bonjour. Bonjour madame, merci beaucoup pour l'invitation. C'est moi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons vous présenter rapidement Maître El Ousseini Kane. Vous êtes depuis 2019 le directeur général du Bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent, le BOSS PSE, le BOSS et la Delivery Unite. J'espère que l'accent y est. Présidentiel chargé d'opérationnaliser, de coordonner, de suivre et d'évaluer la mise en œuvre des actions stratégiques des politiques publiques du Sénégal portées par le PSE. Vous occupez cette fonction après avoir été depuis 2016 le directeur de cabinet des ministres auprès du président de la République en charge du suivi du plan Sénégal émergent. Vous avez 46 ans. Vous êtes avocat spécialisé en fiscalité, finance et droit des affaires. C'est ça? C'est très bien. Je pense être exhaustif. Vous avez fait une très bonne présentation. Merci, maître. Donc, nous y allons maintenant. Le PSE. Commencé en 2014. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Donc, une décennie de mise en œuvre. Si aujourd'hui, vous deviez nous dresser un bilan, que nous diriez-vous? Oui, le plan Sénégal émergent, comme vous l'avez dit, est l'expression de la vision du chef de l'État, le président Macky Sall, pour l'émergence de notre pays à l'horizon 2035. Ce plan Sénégal émergent qui est articulé autour de PAP, qu'on appelle les plans d'action prioritaires quinquennaux, lui-même en fait subdivisé en plusieurs projets et réformes, dont certains stratégiques qui sont sous le suivi rapproché du bureau opérationnel du plan Sénégal émergent. 10 ans, c'est long dans la trajectoire d'un État, c'est peu, mais 10 ans, c'est la moitié de l'ambition que le chef de l'État avait fixée pour amener le Sénégal à l'émergence. Il est évident qu'aujourd'hui, quand vous regardez la photographie du Sénégal de 2012 et celle de 2023, en fait, l'impact, le changement, la différence est remarquable dans tous les secteurs, que ce soit l'agriculture, que ce soit les secteurs industriels, que ce soit les secteurs des services. Aujourd'hui, dans tous les axes définis par le plan Sénégal émergent, on voit nettement un changement de paradigme. Le plan Sénégal émergent, comme j'ai l'habitude de dire, aujourd'hui je parle en connaissance de cause parce que je suis à la tête, on va dire, de la tour de contrôle du PSE qui sait à chaque instant et sur tous les secteurs ce qui se passe à l'instant T, afin de donner les outils d'aide à la décision à l'État, au président de la République, qu'aujourd'hui les Sénégalais mangent mieux parce qu'ils produisent mieux, les Sénégalais sont mieux éclairés parce qu'on a une plus grande production d'énergie. Les Sénégalais bougent plus parce qu'on a plus de routes, d'aéroports. Les Sénégalais se soignent mieux parce qu'on a des hôpitaux qui sont quasiment dans toutes les capitales régionales. Les Sénégalais se forment mieux et éduqués parce qu'on a plus d'universités, plus de lycées d'excellence, plus de centres de formation, d'ISEP, d'ENO, que les Sénégalais sont plus dans le numérique parce qu'on a augmenté les capacités de production. Donc, quel que soit le secteur économique aujourd'hui qu'on regarde de plus près, on voit nettement le bond en avant que nous avons fait. Toutefois, il reste encore des choses à mettre en œuvre et c'est tout le sens de la poursuite de ce travail avec le PAP 3 en cours. Vous l'avez dit, le PAP, c'est des programmes d'action prioritaires, le PSE du moins. Le dernier en date, le PAP 2A, Covid oblige. Alors, dressez-nous ce PAP 2A-là et ses résultats. Effectivement, en fait, comme je l'ai expliqué au départ, le PSE est subdivisé en PAP. Donc, le premier PAP qui allait de 2014 à 2018, s'est bien déroulé avec une croissance moyenne de plus de 6%. C'est le plus haut taux de croissance que le Sénégal a connu depuis quasiment ses indépendances et qui a permis, et c'est ça aussi la vocation du plan Sénégal émergent, c'est pas seulement de lutter contre la pauvreté, mais aussi c'est de créer de la richesse pour pouvoir adresser de nouveaux chantiers de développement. Et nous l'avons reçu, le taux de croissance, le taux de pauvreté du Sénégal a
nettement reculé entre 2011 et 2018, qui a passé quasiment de 42% jusqu'à 37%. Le taux de pauvreté le plus faible de la zone IMOA, grâce au PSE notamment. Mais aussi, il s'agissait de créer de la richesse pour pouvoir adresser les nouveaux chantiers de développement du Sénégal. Nous l'avons réussi avec un taux de croissance de 6% sur cette période. Et par la suite, nous avons lancé le second PAP qui était d'un montant d'environ près de 14 et quelques milliards, 1000 milliards de francs CFA. Et ce PAP 2, malheureusement, a subi les contre-coups de la pandémie de Covid de 2020. Et le chef de l'État, donc, dans son pragmatisme, a demandé qu'on réoriente en fait le PAP 2 pour pouvoir adresser les nouveaux défis qui sont posés par cette pandémie, notamment le défi de la souveraineté alimentaire, de la souveraineté pharmaceutique, du développement industriel, mais aussi une meilleure implication du secteur privé national et aussi la protection sociale de manière générale. C'est dans ce cadre que nous avons élaboré avec le ministère de l'économie et l'ensemble du gouvernement, le président a validé au nouveau PAP 2A, ajusté, accéléré. Et il faut quand même rappeler que ce PAP-là a été fait dans un contexte où tous les pays quasiment du monde étaient en récession. Et le Sénégal, grâce donc aux fondamentaux du PSE, grâce à cette anticipation, à ce travail qui a été fait en amont, est le seul pays quasiment de l'Afrique qui n'était pas en récession pendant la pandémie. Et nous avons conçu le PAP 2A sur la base de ces fondamentaux pour adresser de nouveaux chantiers, notamment la sécurité alimentaire la souveraineté alimentaire de manière globale, la souveraineté pharmaceutique. Il fallait quand même que nous soyons autonomes en médicaments de première nécessité. Il fallait aussi faire plus appel au secteur privé national parce qu'on s'est rendu compte que la pandémie a engendré la fermeture de marché, l'accès à certains investissements était difficile. Et ce PAP 2A, donc, c'est ce PAP qui a couru de 2020 jusqu'en 2023. Et pour l'instant, nous sommes satisfaits de cet avancement parce qu'il nous a permis rapidement, et c'est pour ça que le président l'a appelé le accéléré et ajusté. Donc, en 2020, on était à un taux de croissance quasiment de 1%. Et finalement, sur la décennie du PAP 2, on est sur un taux de croissance de 4,4%. Parce que nous avons su rattraper en fait le retard qui a été dû à cette pandémie. Le PSE, c'est en 2014, mais auparavant, le Sénégal a eu des politiques de développement. Quelle est la différence entre le PSE et les anciennes politiques en matière de stratégie et d'approche? Oui, c'est une question intéressante. C'est très bien de faire cette comparaison parce que le Sénégal, la politique économique du Sénégal n'a pas commencé avec le PSE. C'est ça. Donc, on a toujours eu des documents de politique économique, les DSP, que ce soit les stratégies de croissance accélérée ou autre chose. Mais la différence fondamentale qu'apporte le PSE, c'est que pour la première fois, on a un document unique, un référentiel unique des politiques publiques où l'ensemble de l'action publique, l'ensemble de l'action économique et sociale de l'État est consigné dans une stratégie unique, suivi, évalué d'une manière en fait individuelle. Il ne s'agit pas pour un ministère ou un secteur, chacun d'avoir sa stratégie globale et d'avoir ses propres priorités. Le chef d'État a voulu que le Sénégal se fixe des priorités avec un certain nombre d'actions prioritaires. On a élaboré 27 projets phares qui sont décomposés en plusieurs composantes phares d'envergure qui concernent vraiment tous les segments de l'économie. Mais aussi, on a élaboré 18 réformes phares, 17 au départ, ensuite on a ajouté une dernière. Pour dire que si aujourd'hui le Sénégal fait focus sur ces projets, en essayant vraiment de les délivrer, c'est-à-dire de les opérationnaliser pour qu'elles donnent tous les résultats possibles, cela va entraîner toute l'économie et va faire en sorte que nous pouvons atteindre en fait les objectifs que nous avons en matière de développement. Donc, la différence du PSE, c'est que pour la première fois, le Sénégal se dote d'un document de politique économique unique, un référentiel unique de développement des politiques publiques. Nous en venons à la troisième génération du plan Sénégal émergent. Quelle est la priorité dans ce PSE-là? C'est adossé sur le PTIP, certainement, le plan triennal d'investissement public, ou bien? Oui, effectivement, ce PAP 3 est forcément adossé à ce PTP parce que dans la mesure où on doit faire en sorte que nos ressources quand même puissent financer aussi les besoins qu'on a.
ce PAP 3 va construire une rupture dans le PSE. Parce que pour rappel, quand on élaborait le plan Sénégal émergent, le Sénégal n'était pas producteur de pétrole et de gaz. Exactement. Et aujourd'hui, nous entrons dans l'ère du pétrole et du gaz et qui va complètement changer en fait la nature de l'économie sénégalaise dans tous les plans. Et c'est pour cela que ce PAP 3 sera une rupture, mais aussi un nouveau bond dans notre marche vers l'émergence. Donc nous avons commencé les travaux sous la direction du ministre de l'économie. Le boss est en charge de faire la génération des nouveaux projets et réformes phares du PAP 3 sous la coordination globale du Premier ministre et du gouvernement et du ministère de l'économie. Et nous avons fait le diagnostic de tout ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Et nous allons adresser les nouveaux projets et réformes certainement présentés au chef de l'État au mois de juin pour l'arbitrage. Et le groupe consultatif se tiendra en fin d'année à Paris pour la validation. Ce PAP 3, d'après les premiers ébauches que nous avons, va travailler beaucoup sur ce qu'on appelle l'économie verte, le développement durable de manière globale. On va travailler sur l'économie bleue aussi, comme on appelle tout ce qui concerne l'environnement, le maritime. Mais aussi, on va travailler évidemment sur l'oil and gaz, tout ce qui concerne l'économie pétrolière et gazière. Le gaz to power. Le gaz to power. On va travailler sur ces sujets-là qui vont être au cœur du truc. Mais sans oublier quand même les fondamentaux qui sont extrêmement importants pour le chef de l'État, c'est la souveraineté alimentaire, la souveraineté pharmaceutique et sanitaire, qui va aussi travailler sur l'industrialisation de manière globale de ce pays pour créer des emplois, pour augmenter les revenus et favoriser les exportations. Donc c'est un PAP qui va être ambitieux, qui devait normalement, si toutes les choses se passent, nous amener dans une croissance à 2 chiffres, qu'on espère va être pour l'année prochaine, même si peut-être on va revenir là-dessus. Oui. Mais il est évident que c'est un PAP aussi qui fera un focus assez important sur les réformes. Quelles seront les réformes les plus prégnantes? Aujourd'hui, c'est extrêmement important que vous fassiez un point sur la question des réformes parce que il est impossible aujourd'hui pour nous d'arriver à l'émergence si on n'arrive pas à régler un certain nombre de réformes qui sont des réformes stratégiques qui ont été même posées par le PSE comme des préalables. Je citerai d'abord la modernisation de l'administration. On doit avoir aujourd'hui une administration qui soit beaucoup plus, on va dire, digitale, beaucoup plus professionnelle, elle est déjà, mais beaucoup plus orientée vers l'économie, disponible, qui va porter le développement. Mais aussi, on doit travailler sur toutes les questions de financement de l'économie, les questions aujourd'hui de formalisation, de contrats dans le secteur primaire, où il y a beaucoup de choses aujourd'hui à réformer, notamment sur le financement de l'agriculture, la commercialisation, mais aussi la distribution. On doit travailler sur la bancarisation des bas revenus, on doit travailler sur l'économie informelle. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir une économie dont la structure est quasiment informelle à presque 90%. Il faut formaliser un peu le secteur informel. Il faut travailler sur les questions de protection sociale. Aujourd'hui, on a une population où il y a plus de risques de santé, de perte d'emploi, la question de retraite, la question de couverture maladie. Ce sont des questions importantes qui doivent être au cœur. Donc toute la protection sociale de manière globale doit être au cœur, mais aussi l'entrepreneuriat pour favoriser vraiment un écosystème favorable à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Et vous l'estimez à combien ce nouveau PSE-là? Il est très tôt en fait de pouvoir donner une estimation. Le dernier PAP était aux environs de 15 000 milliards de francs CFA. Il est fort à parier qu'on sera quasiment... autour de 20 000? Autour de 20 000. Est-ce qu'il y a déjà une manne financière existante? Est-ce que le Sénégal a déjà pu... je ne sais pas quel mot utiliser. Générer des revenus. Oui, c'est ça. Oui, mais vous l'avez souligné. D'abord, ce qui fera le marqueur de ce PAP 3, c'est d'abord les revenus du pétrole et du gaz. Oui. Donc, on attend environ plus de 100 milliards en moyenne, peut-être annuellement,
ou plus qui seront dans le budget, sans compter les autres investissements à côté. Donc, ça va permettre de booster quand même les ressources de l'État pour pouvoir financer en fait ces projets. Mais aujourd'hui, il faut aussi savoir, quand il y a l'économie pétrolière, il y a un effet d'entraînement global sur l'économie. Donc, il est fort à parier que les recettes en fait, fiscales vont s'élargir et l'assiette fiscale va aussi s'élargir et on pourra évidemment pouvoir générer beaucoup plus de revenus. Et la politique actuelle, qui est aujourd'hui une politique de souveraineté de manière globale, va limiter en fait le transfert de devises à l'étranger, parce que si aujourd'hui nous consommons ce que nous cultivons dans tous les sens du terme, ou que nous consommons ce que nous produisons, il est évident que nous limitons nos importations de produits agricoles ou de produits manufacturés, et c'est autant de ressources qui sont en fait intégrées donc dans l'économie et qui vont permettre évidemment de pouvoir financer ce PAP. Mais ce PAP-là sera financé aussi bien par l'État du Sénégal, mais aussi par nos partenaires, aussi bien au niveau national qu'international. Justement, quel est le plaidoyer pour le consommer local dans ce PAP 3-là? Oui, comme je l'avais appelé tout à l'heure, vous savez, bon, le président a érigé déjà dans le PAP 2 la question de la souveraineté alimentaire. Il y a moins d'une semaine, nous avons fait en fait le lab sur la substitution des céréales locales par le blé, donc le blé par les céréales locales. Oui. Aujourd'hui, nous importons presque 95% de notre blé et qui sert à la consommation quotidienne de pain. Il est évident que il est important que nous changeons déjà de mode de consommation. Quelqu'un me disait, je ne comprends pas que les Asiatiques, ils ont de riz, ils ont fait leur consommation à base de riz. Les Américains, ils cultivent beaucoup de maïs, ils ont fait leur consommation à base de maïs. Oui. Les Européens, ils ont beaucoup de blé, ils ont fait leur consommation à base de blé avec des farines. Et nous avons le mil, nous avons le sorgho, nous avons le fognon, nous avons le manioc, qui peuvent aujourd'hui être intégrés dans l'alimentation normale. Donc il est important, c'est un plaidoyer, dans le cadre de ce mini-lab que nous avons conclu la semaine dernière, il est prévu un plan de communication pour sensibiliser nos concitoyens à changer de mode de consommation, de mode d'alimentation. Mais aussi, il faudrait qu'il y ait un travail qui soit fait pour que les produits locaux aussi soient de meilleure qualité, soient disponibles à tous les niveaux, soient mieux présentés, soient esthétiquement aussi accessibles. Et ce travail-là aussi, avec le ministère du Commerce, un travail extrêmement important en train d'être mené, et ça va nous permettre d'adresser cette question-là. Mais présentez-nous ce mini-lab-là. Oui, le mini-lab. C'est l'occasion. Oui, le mini-lab, vous savez ce qu'on a fait dans un premier temps. On a réfléchi pour dire quels sont les produits que le Sénégal importait et que le Sénégal pouvait en fait soit cultiver ou fabriquer. Et on est sorti avec une liste de 100 projets, 100 produits que le Sénégal aujourd'hui pouvait en fait, on va dire, intégrer, produire ou cultiver. Et sur la liste de ces 100 projets, nous avons fait une sorte de liste de 10 produits, notamment le blé. On a commencé par le blé. On a créé des task force, que ce soit le blé, que ce soit le froment, que ce soit les huiles, les tourteaux. On s'est dit qu'il y a quand même certaines choses que le Sénégal doit pouvoir produire. Et nous avons fait un travail avec le ministère de l'économie, le ministère du commerce, l'agriculture, pour comment aujourd'hui arriver à ce qu'on puisse intégrer les farines locales dans la panification. Parce qu'on s'est rendu compte que 91% du blé qui est consommé, qui est importé au Sénégal, servent à la fabrication de farine. Et cette farine-là sert à presque 90% aussi à la fabrication de pain. On s'est dit que si on arrivait à inverser la tendance pour faire en sorte que on intègre dans la panification, donc la fabrication de farine, au moins 10 à 15% de farine locale, issue du mil, du sorgho, du fognon, on pouvait inverser la tendance, notamment en diminuant la facture du blé à 50%. Et parallèlement à cela, le ministère de l'Agriculture aussi a commencé à expérimenter la culture de blé dans certaines zones comme à Fanaï, comme même aussi à Diamniadio, pour faire en sorte que dans quelques années, à l'horizon, on s'est fixé à l'horizon 2030, que le Sénégal importe au moins de 50% de blé
en passant par l'incorporation de farine locale dans la panification, mais aussi par la production de blé. Donc c'est un projet qui a été validé par le chef de l'État et qui aujourd'hui sera mis en œuvre dans les semaines à venir. Revenons au PSE. Je voudrais que vous leviez quelques équivoques. Oui. Il y a d'un côté le ministère de l'économie, de l'économie, du plan et de la coopération, et de l'autre, il y a le PSE, le boss du PSE logé au palais. Alors, qui fait quoi? Je présume que le boss se charge du contrôle en aval. Oui, en fait, la politique économique, de manière globale, la planification économique et le suivi des politiques économiques et des ressorts du ministère de l'économie, du plan de la coopération, qui aujourd'hui, pour le compte du gouvernement et pour le compte du chef de l'État, définit, suit et porte et accompagne la politique économique de notre pays. À côté du ministère de l'économie, vous avez un rôle extrêmement important que joue le ministère des Finances et du Budget, dans la mesure où c'est ce ministère qui fait l'allocation de ressources pour l'ensemble de ces projets. Et les ministères sectoriels sont chargés de la mise en œuvre de ces projets, chacun à son niveau. Mais la politique économique de notre pays est définie par le chef de l'État, le président de la République, qui aujourd'hui fixe les orientations, fait les arbitrages, mais aussi est chargé de suivre au quotidien l'évolution de ces politiques économiques. Et on s'est rendu compte que de manière globale, que beaucoup de politiques économiques, vous l'avez rappelé, du Sénégal, on a eu beaucoup de plans qui en fin de compte, n'avaient non seulement pas un bon suivi, mais l'évaluation, après, ne s'est pas aussi faite. Et en fin de compte, on ne sait même pas si ces plans ont été des réussites ou des échecs. Le président de la République, quand il a élaboré le plan Sénégal émergent, a dit « Je vais mettre à mon niveau ce qu'on appelle une delivery unit, un bureau opérationnel de suivi qui est un peu la tour de contrôle du plan Sénégal émergent. Et le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent a pour mission principale de veiller à ce que les orientations du chef de l'État dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent soient respectées, opérationnalisées, suivies et évaluées. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons ce bureau et nous avons des chefs de projet dans chacun des ministères sectoriels qui est chargé de mettre en œuvre un projet. Et ces chefs de projet qui dépendent du boss et qui sont logés dans les ministères ont une obligation de reporting hebdomadaire au boss. Et nous faisons un checking de ces informations, les vérifions, faisons un compte-checking pour essayer faire un suivi rapproché. Et chaque semaine, le ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent fait un reporting sur l'évolution de l'ensemble des projets phares. Et nous avons développé dans ce cadre un tableau de bord qu'on appelle Saytu PSE. C'est un tableau de bord qui répertorie l'ensemble des projets phares et les réformes phares du plan Sénégal émergent, avec pour chaque projet son niveau d'avancement, les difficultés qu'il rencontre et les solutions proposées. Et ce tableau de bord est transmis de manière hebdomadaire au président de la République et qui chaque semaine fait des arbitrages pour donner des instructions au ministre pour qu'il y ait un suivi rapproché. Et nous avons fait mieux maintenant parce que nous avons digitalisé ce tableau de bord et qui fait que le chef de l'État, quel que soit l'endroit où il se trouve dans le monde, sur sa tablette, peut avoir accès à l'état d'avancement réel de chaque projet et réforme phare. Donc nous sommes, pour répondre clairement à la question, la politique de l'état économique est mise en œuvre, on va dire, par le ministère de l'économie avec l'ensemble des ministères sectoriels, sous la coordination du Premier ministre, bien sûr, et suivant les orientations du chef de l'État. Et le bureau opérationnel est un peu cette tour de contrôle qui essaie de voir si effectivement ce que le président public veut a été mis en œuvre de cette manière-là et nous faisons un reporting. Sans être un policier, nous accompagnons les ministères sectoriels, notamment dans la structuration des projets, mais aussi, en fin de compte, nous évaluons si vraiment les impacts attendus de ces projets sont réels pour en faire un rapport à l'autorité de l'État. Donc, on peut dire que vous êtes une autorité de régulation et de conformité. On peut dire ça. On peut dire qu'on est une autorité de régulation, mais surtout, on est une entité qui essaie de faire en sorte que les projets soient délivrés. Parce que ce qu'on fait, c'est-à-dire que quand il y a un projet qui ne marche pas parce qu'il y a X, Y, souvent les projets sont transversaux. Quand aujourd'hui vous voulez faire le port d'Andayan, le port d'Andayan, c'est au moins une dizaine ou une quinzaine d'entités qui sont intéressées. Et souvent, ces entités ne se parlent pas. Et nous avons la possibilité de, par nos positions... Vous jouez un rôle de linkage. De linkage. On met tout le monde sur une même table, on essaie d'avoir une feuille de route, on fait en sorte que chaque entité respecte en fait ses engagements pour que le projet soit délivré dans les délais.
Il y a des fois des problèmes de retard, de financement, des problèmes de décrets qui ne sont pas signés, qui vont bloquer l'État parce qu'un décret ou un arrêté n'a pas été signé. Parce que l'arrêté ne peut pas être pris par un tel ministère, il faut qu'il y ait 2-3 ministres qui le prennent. Souvent, mais ce qu'on a développé par la suite aussi, c'est qu'on s'est rendu compte dans la mise en œuvre des projets que certains ministères peuvent avoir des difficultés à mettre en œuvre certains projets qui sont très complexes et qui sont transversaux. Et nous avons développé cette stratégie de structuration de projets complexes, et ce qui a amené à la structuration des agropoles sud et centre. Nous avons fait la structuration de l'industrie pharmaceutique, parce que ça a intéressé beaucoup de gens. Nous avons fait la structuration du PSE vert, du hub minier, et aujourd'hui nous sommes en train de faire la structuration avec le ministère de la Jeunesse du PSE Jeunesse pour adresser les questions d'emploi et d'entrepreneuriat, parce que ça intéresse beaucoup de ministères. Et en fin de compte, nous dressons une feuille de route, et cette feuille de route-là est validée par le chef d'État, et à partir de cette feuille de route, nous faisons en sorte que chaque ministère ou chaque entité joue sa partition pour que le projet soit délivré. Est-ce que la culture a été prise en compte? Prenons l'exemple des États-Unis où Hollywood génère des milliards et des milliards de dollars. Aujourd'hui, notre culture a fait de grands bonds. Est-ce que, parce que dans le premier pape, la culture a été laissée en rade, entre guillemets. Est-ce que vous avez rectifié dans cette nouvelle génération-là? Je ne vais pas accepter que la culture a été mise en rade. Vous savez, le plan Sénégal émergent repose sur 3 axes. Il y a l'axe 1 qui est la question de la structuration de l'économie de manière globale, le changement structurel de l'économie, transformation structurelle de l'économie, pour être plus précis. On a le capital humain, mais aussi un 3e axe qui concerne la paix, la gouvernance et la démocratie. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonne gouvernance, il n'y a pas de... si en fait la culture n'est pas mise en avant et déterminant. Bon, pour être transparent, le BOSS ne suit pas les projets de l'axe 3. Ils sont pour nous des projets, certes importants, mais qui sont seulement portés par les ministères sectoriels. Mais ce qu'on s'est dit la dernière fois, si vous vous rappelez bien, dans ce qu'on appelle la vision du chef de l'État pendant son second mandat, il avait expliqué que il y a des projets aujourd'hui qui sont importants, c'est le cas du PSE Jeunesse, PSE Vert, et il a mis en place aussi ce qu'on appelle les industries créatives et culturelles. C'est un projet aujourd'hui. Il a beaucoup accompagné aussi la culture. La culture. Oui, et on est en augmentant les budgets, les fonds et autres. Voilà. Et on est en train, dans ce cas-là, de travailler un peu avec les entités pour savoir comment on peut en faire. Mais à côté de ça, comme vous l'avez expliqué, il y a quand même beaucoup d'investissements dans la culture. On a aujourd'hui d'abord ce musée de la civilisation noire qui a été inauguré pendant quelques années. La réhabilitation de Dakar, de Sorano qui est réelle, mais aussi le Sénégal qui accueille toujours le festival Dakar, la biennale de l'art, oui. mais aussi on va vers un festival FICAS qui a été annoncé. Voilà. Et on a vu aujourd'hui un peu le boom qu'on voit dans le secteur du cinéma, aussi dans le secteur des arts. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une industrie importante. Ce que je dis là, c'est une réflexion personnelle. Je pense que je suis d'accord avec vous sur la question de Hollywood et que le Sénégal a une culture qui n'a jamais été, en fait, vue comme une activité économique. C'était plutôt une activité culturelle, une activité de loisirs, et on n'a pas vu le potentiel économique qu'on peut tirer sur la culture, à part, en fait, les musiciens d'ailleurs. Donc je pense que le Sénégal gagnerait, comme vous l'avez dit, à développer une vraie industrie culturelle et créative qui va non seulement préserver notre identité, notre ADN national, mais aussi être aussi un facteur de développement économique et social. Est-ce que cette nouvelle génération a tiré les leçons des précédentes? Donc, la génération du PSE ou bien la génération du PSE? Du PSE, oui. Je vous ai dit qu'à l'entame, ça fait depuis 3 mois que nous avons créé des commissions de diagnostic du plan sénégalais. Nous sommes en train aujourd'hui de faire un diagnostic complet de tout ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Je pense que c'est même hier qu'on a fait le compte rendu global, la restitution globale des travaux, pour voir qu'est-ce qui a marché dans ce PSE et qu'est-ce qui n'a pas marché de manière transparente et objective. Et c'est ça aussi le rôle du boss et le rôle de l'État, c'est d'être transparent, de reconnaître qu'il y a des secteurs où on a vraiment réussi et là où aussi il y a des erreurs. Donnez-nous quelques satisfaits et quelques, disons,
Manquement ou dysfonctionnement. Je ne dirais pas dysfonctionnement, mais il y a des contre-performances qui sont réelles dans certains secteurs. Aujourd'hui, je pense que on aurait pu faire beaucoup plus dans la question des réformes de manière globale, parce qu'il y a des réformes aujourd'hui structurelles. Sans les adresser, on risque de retarder l'émergence de notre pays. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'efforts qui ont été faits dans la question de la souveraineté alimentaire de manière globale, Oui. mais il faudrait encore plus d'efforts pour sécuriser en fait la consommation de notre pays sur toutes les spéculations, que ce soit le riz, l'oignon, le pomme de terre. On doit pouvoir être autosuffisant de manière globale. Oui. Et pour cela, les solutions existent, il faudrait les mettre en œuvre. De manière globale, je pense la question de la jeunesse, la question la question sur certains aspects de la santé. On a fait beaucoup d'investissements avec la création de... Rien que l'année dernière, on a inauguré 4 hôpitaux régionaux de niveau 3. Mais il faut encore poursuivre. Bon, maintenant, il faut reconnaître qu'on vient de loin. Donc, ce Sénégal, c'est un pays qui était quand même assez dans des zones assez difficiles. Et on a réussi quand même à replacer le Sénégal dans une nouvelle dynamique. Mais il faut continuer le travail et nous avons espoir qu'avec le PAP 3, qu'un nouveau bond sera franchi. Je rappelle que vous suivez Valeurs Ajoutées qui reçoit Maître Ousseini Kane, directeur général du bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent. Alors, Maître Kane, on attendait pour 2023 un taux de croissance à 2 chiffres, mais aussi bien le Fonds monétaire international que la Banque mondiale ont revu ce chiffre à la baisse. Pourquoi cette contre-performance-là? D'abord, il faut se féliciter d'abord que le Sénégal, soit placé comme le pays qui aura le taux de croissance le plus élevé en Afrique en 2023. Oui. Ça, c'est déjà une prouesse remarquable sans que le pays soit producteur de pétrole, de gaz ou d'autres matières de manière globale. C'était déjà un marqueur, une sorte on va dire de consacration d'une vision et d'une politique que le Sénégal puisse avoir ce taux de croissance à 2 chiffres qui n'a jamais existé. Ce taux de croissance a été projeté, comme vous l'avez dit, à 10,2%. Le FMI n'était pas en phase à 100% avec nous, même s'il tablait sur des taux de croissance entre 8 et 9%. Je pense qu'il annonce 8,8%. Voilà, 8,8%. Ce sont des prévisions. Donc, le FMI a utilisé certaines informations pour faire ces prévisions. Nous aussi, au Sénégal, nous avons des instruments assez bien rodés, que ce soit le ministère de l'économie, le ministère des finances et l'ANSD, pour pouvoir aussi faire nos prévisions, et nous avons tablé sur ce taux de croissance. Mais il est évident, pour être aussi transparent sur cette question, qu'il y a une condition principale pour que nous fassions le taux de chiffres. Si effectivement la production de gaz démarre dans le courant de l'année 2023, ce qu'on espère, on espère encore, en fin d'année 2023, on pourra avoir ce taux de croissance à 2 chiffres. On le pense. Maintenant, il y a un risque de décalage de quelques semaines ou de mois sur la première, on va dire, le premier mètre cube de gaz, peut-être en janvier. Et si on doit basculer sur l'année 2024 pour la production gazière, il est à parier que ce taux de croissance peut être légèrement en dessous de 10%. Jusque-là, on n'a pas parlé de retard, mais il pourrait y avoir un retard pour commencer l'exploitation. Il pourrait y avoir quelques décalages de quelques semaines, on va dire. Donc, je pense que le président de la République l'a un peu expliqué dernièrement que c'est pour des questions logistiques ou conjoncturelles, mais tout est en place. On est à taux de réalisation quasiment de 100%. Mais pour des questions de dernier réglage, on pourrait avoir le premier cube en janvier au lieu de l'avoir en décembre. C'est une possibilité. 3e génération du plan Sénégal émergent. Nous irons à un groupe consultatif, vous l'avez annoncé. Donc, encore une dette en perspective. La dette qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive au Sénégal. D'abord, nous allons parler de la structure de cet endettement et voir si le Sénégal a une capacité d'endettement ou bien si la dette sénégalaise est viable. Oui, je vais répondre tout de suite, la dette sénégalaise est viable. Donc, la dette sénégalaise est une dette viable. La dette sénégalaise est une dette utile. Et le Sénégal est encore dans, on va dire, les normes.
La dette aujourd'hui, en fin 2022 du Sénégal, est aux environs de 11 782 milliards. C'est 68%, on va dire, de l'encours entre le PIB et le taux de la dette. Je rappelle que les normes de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'IMOA, sont à 70%. Nous sommes à 68, donc à moins 2%. Moins 2%. Donc l'encours de la dette est encore dans les normes qui sont fixées par l'entité de l'IMOA. Et cette dette aussi est une dette utile parce que c'est une dette qui ne sert pas à payer des salaires. C'est une dette qui rentre dans l'investissement de manière globale, la construction d'infrastructures, d'hôpitaux, de routes, d'universités, et que cette dette-là aussi génère des revenus pour l'économie sénégalaise. Donc aujourd'hui, la question de la viabilité de la dette est réglée, la question de la soutenabilité de la dette est réglée parce que le Sénégal n'a jamais été en défaut dans le paiement de sa dette. Et si aujourd'hui le Sénégal arrive à emprunter à des taux les plus faibles du marché, extrêmement importants sur des durées assez longues, c'est que les bailleurs, en tout cas les partenaires économiques et financiers de manière globale, font confiance à notre pays et sont enclins à prêter l'argent au pays à des taux concessionnels et à des taux aussi, on va dire, à des durées assez longues. Donc cette dette-là, elle est viable. Elle est utile, mais elle est soutenable aussi, et elle est aussi respectueuse des normes communautaires. Par conséquent, il n'y a pas de difficulté. Cette dette-là, qui est, comme je l'ai dit, d'environ 11 700 milliards donc en fin 2022, est constituée à 80% de dettes en fait étrangères, on va dire, donc de l'extérieur, et les 20% de cette dette intérieure. Il y a autre chose, l'inflation qui a atteint quand même un niveau assez élevé, 9,7%. Aujourd'hui, que faire pour stabiliser les prix? Parce que bien que le gouvernement a fait des subventions, les prix restent chers. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un contrôle d'abord des prix? Ça, peut-être, j'aurais pu le poser au ministre du Commerce, mais vous êtes là, vous faites partie du gouvernement. Vous posez des questions, comme aujourd'hui, pertinentes. C'est des questions extrêmement pertinentes qu'on doit poser, et qui sont réelles et que se posent tous nos concitoyens. Oui, il y a une inflation au Sénégal qui est assez forte depuis quelque temps. Oui, l'inflation est, on va dire, mondiale. Cette inflation, on connaît tous les causes. On a aujourd'hui une perturbation majeure dans les chaînes d'approvisionnement dans le monde, aussi bien le coût du fret qui a été quasiment augmenté par plus de 110%. C'est multiplié par 3. Par 3%. On a la guerre aujourd'hui russo-ukrainienne qui perturbe en fait les chaînes de production. On a le Covid ou la Covid qui aujourd'hui continue toujours d'impacter ce qu'on appelle un peu l'usine du monde, la Chine, et qui fait qu'aujourd'hui on a une perturbation dans le commerce international. Et par conséquent, notre pays, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, qui est un pays qui importe beaucoup de biens de consommation, aussi bien alimentaires que de consommation courante, subit en fait les effets de ces perturbations, et ça entraîne cette inflation. Mais face à ces difficultés, l'État n'est pas resté les bras croisés. Donc l'année dernière, rien que on a au moins pour 800 milliards de subventions que le chef de l'État a accordé. D'ailleurs, ce que réprouve le FMI. Oui, les FMI sont des, on va dire, je vais taquiner un peu mes amis, ils sont des banquiers. Nous, on gère du social. On ne gère pas des chiffres. On n'est pas derrière un ordinateur pour faire des calculs, pour dire est-ce qu'ils sont faits. Non, nous, on gère l'humain, on gère le social. Le président de la République, d'ailleurs, a inscrit ce qu'on appelle un peu de l'inclusion sociale au cœur du plan Sénégal émergent, l'équité territoriale et sociale. Et par conséquent, on ne peut pas, de manière, pour seulement respecter certains, on va dire, agrégats économiques, respecter certains besoins d'avoir des taux, aujourd'hui, laisser les populations sénégalaises, les citoyens, à la merci des marchés. Par conséquent, il fallait accompagner les populations en difficulté en subventionnant aujourd'hui notamment les farines, en subventionnant
tous les denrées de consommation courante, mais aussi en subventionnant, mais aussi l'activité économique, en réduisant un peu la pression fiscale sur le secteur privé pour pouvoir produire, mais ce qui est normal. Et aujourd'hui encore, le président est dans cette dynamique, dans cette optique de limiter l'inflation parce que socialement, elle fait engendre des difficultés. Bon, on a vu les concertations qui sont passées sur la chaîne de la vie, où le président au premier plan est venu présider en fait l'ouverture. Des commissions ont été mises en place, notamment sur la diminution des loyers de certaines denrées. On a validé un processus de mise en place d'un dispositif de contrôle des prix et qui se déploie donc de manière progressive dans toutes les régions. Et on va suivre, en fait, on va évaluer ce que ça va donner. Mais il est évident que l'inflation est la conséquence de tout ce que tout le monde sait. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'État du Sénégal, le président public, n'a pas laissé les citoyens à la merci des marchés. Dans l'idéal, c'est le secteur privé qui porte la croissance d'un pays, mais ici au Sénégal, est-ce effectif? Oui, le secteur privé est important pour ce pays. Il n'y a pas d'émergence possible, comme j'ai l'habitude de le répéter, sans un secteur privé national fort. Je pense que nous l'avons compris dès le départ dans le cadre du plan Sénégal émergent. D'ailleurs, comme je l'ai expliqué dans le PAP 2A, le développement du secteur privé national a été érigé parmi les 5 principes majeurs du PAP 2A. Nous sommes convaincus que c'est le secteur privé national qui doit porter l'émergence de ce pays parce que c'est ce secteur privé qui crée de la richesse. C'est le secteur privé national qui va aussi créer des emplois. Nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs pour accompagner le secteur privé national. Il y a la stratégie nationale de développement du secteur privé qui a été préparée par le ministère de l'économie. Nous avons la nouvelle loi sur les PPP qui est en train d'être mise en œuvre pour permettre aujourd'hui au secteur privé de jouer son rôle. Il y a une réforme de la commande publique pour permettre aux entreprises nationales de pouvoir accéder plus facilement au marché avec des offres spontanées et aussi avec la limitation de certains paramètres. Nous avons modifié le code des investissements pour favoriser en fait des joint ventures ou des relations d'affaires entre les secteurs privés internationaux mais aussi le secteur privé national dans certains domaines. Dans un secteur aussi important que l'oil and gas, on a vu tous le dispositif réglementaire qui a été mis en place par le gouvernement pour le contenu local, pour faire en sorte qu'un certain nombre d'activités liées au pétrole et au gaz soient portées par le secteur privé national, mais aussi permettre des joint ventures entre le secteur privé international. Mais le développement du Sénégal ne se fera pas aussi seulement avec le secteur privé national. Nous avons besoin des investissements étrangers, nous avons besoin de rattraper, faire des projets extrêmement importants qui demandent de mobiliser des ressources importantes, mais aussi qui demandent des fois de la technicité. Aujourd'hui, j'aurais bien aimé confier la construction du terre à un privé national, mais aujourd'hui, on ne peut pas le faire. Oui, l'expertise n'est pas encore là. N'est pas là. J'aurais bien voulu faire la commande des avions d'Air Sénégal à des privés sénégalais, mais je ne peux pas le faire. Donc, on ne peut pas être dans notre bulle en disant on fera tout à l'interne. Mais aussi, comme j'ai l'habitude de le dire, aussi, le secteur privé national doit aussi faire son autocritique et prendre beaucoup plus de risques. Ils sont frileux. Ils sont frileux. On ne peut pas être dans le secteur privé en pensant que les choses sont données sur un plateau d'argent. Ou d'or. Il faut aussi que le secteur privé national fasse des efforts, prenne des risques. Il faut que le secteur privé national aussi fasse preuve en fait de réalisme. Aujourd'hui, on ne peut pas être dans une entité avec 5 personnes dans un 100 mètres carrés et vouloir compétir avec des groupes comme Thales ou comme Thomson ou comme EFA. Non. Dans certains secteurs aujourd'hui où le Sénégal est bien, que ce soit les BTP, soit les nouvelles technologies, il faut qu'il y ait des regroupements de ces secteurs privés-là. Oui. Aujourd'hui, on a des trusts et des trusts, c'est pour pouvoir être compétitif. Et pouvoir lever des fonds pour avoir développé la technicité. Mais si vous n'avez pas cette puissance technique et financière, il est difficile aujourd'hui de pouvoir compétir avec des mastodontes étrangers. Et il faut aussi savoir que dans certains projets que nous menons aussi, nous le faisons avec le financement de la Banque mondiale et de banques étrangères ou bien par l'accompagnement de certains pays. Et une des clauses, c'est qu'on puisse ouvrir aussi
les marchés à l'international. Oui. Il faut que le secteur privé sénégalais puisse pouvoir compétir. Et c'est vraiment ce que je leur dis à chaque fois. Je dis, il faut être moins frileux, comme vous l'avez dit. C'est important. Les premiers barils de pétrole et de pieds cubes de gaz sont attendus pour cette année, peut-être avec un léger décalage. Vous l'avez dit, c'est pris en charge dans le PSE, mais quel sera l'impact de cette production pétrolière et gazière dans l'économie sénégalaise et partant dans le vécu des populations? Oui, le pétrole et le gaz vont complètement changer, en fait, on va dire, l'approche, la vision, on va dire, l'histoire de ce pays. C'est-à-dire, nous entrons dans une... On souhaite que ce soit une bénédiction et pas une malédiction. Inch'Allah. Je pense que ce sera une bénédiction parce que tous les, on va dire, les prérequis pour que ça soit une bénédiction ont été posés par le gouvernement. Entre autres, le consommé local, le fonds intergénérationnel. Voilà. Allez-y, continuez. C'est toutes ces questions. Donc, vous connaissez bien la situation. Oui. Donc, on a fait le cadre global parce qu'on s'est dit que le pétrole et le gaz vont être aujourd'hui des accélérateurs de développement. L'émergence de notre Sénégal, nous l'avons projeté en 2035 et nous espérons peut-être qu'avec le pétrole, qu'on pourra gagner des années et qu'on pourra arriver à cette émergence attendue par tous les concitoyens, nos citoyens, peut-être avant 2035. Et comme vous l'avez rappelé, c'est très bien d'avoir fait cette précision. Nous avons pris les précautions d'usage pour que le pétrole et le gaz soient d'abord bénéfiques pour le Sénégal. Et c'est ce qui explique tout cet arsenal juridique qui a été mis en place avec le contenu local, avec les fonds intergénérationnels, avec aussi la répartition précise de la destination des fonds. Ce ne sera pas des ressources qui vont servir à financer des augmentations de salaire, par exemple, ou à financer ça, le président l'a bien signifié. Voilà. Donc, c'est des choses qui vont servir au développement économique, à amener ce pays vers l'émergence. Ce qui va se passer globalement pour le citoyen, c'est qu'on s'attend à une diminution significative déjà du coût de l'électricité. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui va changer dans le vécu de tous les Sénégalais. Une baisse assez importante du coût de l'électricité. On va amener le gaz dans les maisons pour permettre aux gens de cuisiner, de consommer le gaz to power, et ensuite voir l'impact que ça peut avoir sur nos forêts, sur notre vie au moins quotidien. Donc on aura moins de pollution, une préservation aussi de nos forêts, il y aura moins de charbon peut être utilisé dans les maisons. Mais aussi ça va faire en sorte que le coût de l'électricité qui sera diminué va être un facteur de développement industriel. Oui. Donc l'industrie sénégalaise sera plus compétitive, les entreprises sénégalaises seront plus compétitives sur la scène internationale et pourront gagner plus de parts de marché pour pouvoir conquérir aussi des marchés à l'étranger. Donc ça va complètement changer en fait la cartographie, on va dire l'ADN de notre économie, aussi bien au niveau micro qu'au niveau macro. Donc c'est quelque chose qui va changer, mais je veux aussi faire un appel, surtout à tous les jeunes. Et c'est ça rejoint un peu ce que vous disiez sur est-ce que le pétrole peut être une malédiction comme une bénédiction. C'est la réalité. Et moi, je pense toujours que le pétrole est une malédiction si, effectivement, on ne prend pas en compte la dimension sociale. Il faut que les Sénégalais, les jeunes, puissent un peu s'impliquer dans ça, se former et être les acteurs de l'économie pétrolière et gazière. Dernière question. Un des piliers du plan Sénégal est le développement humain. Et qui parle de développement humain parle d'emploi, surtout celui des jeunes, et parle aussi d'entrepreneuriat. Plusieurs politiques mises en place, entre autres, on citera Xëyu Ndaw ñi et la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Oui, la question de l'emploi est importante, elle est au cœur du PSE. Aujourd'hui, nous avons la structure de la population sénégalaise qui est à 63% constituée de jeunes de moins de 25 ans. Donc, on ne peut pas ne pas occulter la question de la jeunesse, la question de l'insertion des jeunes. C'est pour ça que, dès le départ, le président de la République a mis en place un certain nombre d'instruments pour non seulement accompagner les jeunes dans le cadre de la formation, de l'encadrement, et qui a justifié la mise en place de la DER,
mais aussi d'autres fonds d'autres structures comme l'ANPEJ, comme le 3FPT. Aujourd'hui, la question de l'emploi est au cœur. Nous avons, dans quelques semaines, fait la structuration de ce qu'on appelle le PSE Jeunesse, qui est la vision du chef d'État pour la formation et l'insertion des jeunes, pour pouvoir faire en sorte de créer une synergie globale entre l'ensemble des structures, aussi bien de formation, d'accompagnement, de financement de l'entrepreneuriat et de l'insertion des jeunes, pour faire en sorte de régler de manière définitive la question de l'emploi au Sénégal. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas fait des choses importantes, mais il faut accélérer le rythme pour suivre en fait la démographie. Vous avez parlé de Réunion, mais avant ça, beaucoup d'autres projets, aussi bien dans le secteur agricole, dans les zones économiques spéciales, dans les agropoles, ou dans l'enseignement supérieur, dans la santé. Nous avons le PRODAC, on a développé beaucoup de projets qui ont généré des milliers d'emplois, mais il faut faire un coup d'accélérateur pour faire en sorte que l'emploi des jeunes soit au cœur donc, de la vision du PAP 3, et c'est ce qui sera le cas. Aujourd'hui, présentement, là où je vous parle, il y a une réunion à la primature sur cette question de l'emploi avec Hewundaoni. Donc, c'est au cœur de nos politiques publiques de manière globale. waaw bokki auditeurs yi xam ngeen ne émission bi ci français ak ci wolof lay day doon bi nag dañ ko jagleel rek kàllaamay ki nga xam ne ni moo di Molière kàllaamay Kocc nag maître Kane dañ lay jox rendez-vous xëy na jeudi bi di ñëw di la 11 du jàppandi mais bu fekkee ne jeudi fukki fan ak juróom-ñett jàppandi na nga dellu siwaat ñi mën a amal émission bi ci wolof incha allah. incha allah jël naa boobu engagement bi ñu commencé waxtaan si émission bi. dinaa fa ñëwaat incha allah d'ici 2 semaines. pour ñu jéem a def ko si wolof pour expliquer Sénégalais lan la président di Macky Sall di def si plan Sénégal émergent et puis lañ lañ waajal aussi si PAP 3 bi. et yan en fait réussite ak yan difficulté aussi la ñu am si plan Sénégal émergent. incha allah dinaa ko respecter d'ici 2 semaines incha allah. incha allah bu boobaa nag dañuy ubbi antenne bi ku bëgg a bokk rek bokk. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de votre attention. Je rappelle que je recevais Maître Ousseini Kane, directeur général du bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent. C'était tout pour Valeurs Ajoutées, technique El Hadj Fallou Dia et Céline Diop. Je vous donne rendez-vous dans une semaine. À suivre tous les jeudis de 15 à 16 heures, Valeurs Ajoutées. Pour vous aider à mieux comprendre et à décrypter les principaux événements de l'actualité économique, Khadifal Koulibaly vous donne rendez-vous tous les jeudis de 15 à 16 heures dans Valeurs Ajoutées.